Okay. Bonjour tout le monde, nous allons donner encore quelques minutes aux participants pour qu'ils se joignent. Si vous êtes connectés sur le webinaire, je vous informe que ce webinaire sera en français. Nous avons des traducteurs qui sont sur la ligne, donc vous aurez l'occasion de déterminer quelle langue vous souhaitez écouter et participer aux discussions. Pendant que nous attendons donc les autres participants qui vont se joindre, On a 41, on a 43 déjà, donc on peut démarrer. Hein. Oui. On a 43. En attendant, donc je vais juste partager quelques règles, on va dire. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&A ou ces questions et réponses pour mettre vos questions pendant le panel. Et lorsque nous passerons à la session questions-réponses, on pourra justement poser les questions aux panélistes et ils pourront répondre. Donc, n'hésitez pas pendant les discussions, lorsque vous avez une question, de les mettre directement sur le Q&A. Nous allons aussi enregistrer cette session qui permettra donc après de pouvoir donner accès à ceux qui n'ont pas pu participer à ce webinaire pendant la session actuelle. Donc, nous avons à peu près une cinquantaine de participants. Nous allons commencer. Je voudrais déjà aussi m'excuser auprès de tous les participants. Au niveau du panel, nous avons Monsieur Rodrigue Bigemde qui va remplacer Madame la ministre de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale du Burkina Faso sur ce panel pour des raisons indépendantes de la volonté du ministre. Donc, déjà, nous sommes prêts. Si au niveau de la traduction, nous sommes prêts, nous pouvons commencer avec ce panel. Si Thierry, c'est bon? On peut y aller? Je vais demander à tous les panélistes de se mettre en vidéo. C'est très bon et puis l'interprétation aussi marche. C'est excellent. Je vais vous demander de vous mettre sur vidéo pour nous permettre de commencer. Parfait. Très bien. Bonjour tout le monde et bienvenue au 7e Forum régional africain sur le développement durable sur le webinaire « Comment la transformation numérique peut contribuer à construire un avenir meilleur post-Covid 2019 ». Donc, la 7e session du Forum régional africain sur le développement durable a lieu sous le thème « Mieux construire vers une Afrique résiliente et verte pour atteindre les objectifs 2030 et l'agenda 2063 ». Pour l'occasion, UNCDF et IDEP renouvellent encore une collaboration parce que nous étions là au 6e forum avec Thierry et moi-même. Et donc, nous renouvelons cette collaboration et pour ce webinaire qui va donc parler de la transformation numérique et comment cette transformation peut contribuer à construire un meilleur avenir pour nous. L'objectif du webinaire est vraiment de contribuer à habiliter les représentants des gouvernements, les fonctionnaires, les décideurs politiques, toutes les parties prenantes à élaborer ou adapter leur stratégie nationale de transformation numérique pour faire face aux impacts de la pandémie. S'il y a une grande leçon, en tout cas, de la pandémie que moi je retiens, c'est bien que le rôle du numérique au sens large dans le développement des économies est nécessaire pour renforcer la résilience face à tout type de crise. Mais je n'en dirai pas plus car j'ai un panel d'éminents experts qui vont tous nous parler de cette thématique digitale. Donc, nous espérons que la séance sera interactive et qu'on aura l'occasion de répondre à toutes les questions que vous avez et échanger avec vous pendant cette séance. Donc, je vais donc présenter nos panélistes et encore, je leur remercie de leur présence à ce panel. Nous allons commencer avec M. Rodrigue Bigemde, qui est donc le directeur général de l'économie numérique au niveau du Burkina Faso. Rodrigue, merci beaucoup pour votre présence ici. Nous avons aussi sur le panel M. Mamadou Biteye de Visa, qui est donc le vice-président du Social Impact au niveau de Visa, qui est là. Mamadou, merci beaucoup de votre présence. Nous avons au niveau de IDEP, Madame Karima Benourma Ben Sultan, qui est là, qui représente donc IDEP et UNECA. Merci beaucoup Karima pour ton soutien. Et finalement, Monsieur François Kougen de CDF, qui est là aussi avec nous pour partager le CDF. J'espère que vous m'entendez bien. J'entends des échos, donc je ne sais pas si c'est la traduction que j'entends. OK. Bon. Nous allons commencer. C'est peut-être des échos chez moi. Oui, on vous entend, mais c'est juste les petits échos, justement. Mais bon, je pense que ça devrait pouvoir aller.
Ok, bon. On demande à tout le monde de fermer le micro parce que c'est dès qu'il y a deux micros qui sont ouverts qu'il y a ces échos-là. Merci. Ok, on va essayer encore pour voir si ça va mieux. Est-ce que vous avez toujours les échos? Sinon, nous pouvons avancer. Ça va mieux, tu peux continuer, on va gérer le temps. Ok. Tu peux continuer, ouais. Rodrigue, Monsieur Rodrigue, Monsieur Guigemde, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je dirais que UNCDF a eu le plaisir de remettre à Madame la ministre le rapport sur le tableau de bord de l'inclusivité, du développement de l'économie numérique et des services. Et donc, nous avons vraiment eu l'opportunité de travailler avec vous directement sur ce rapport. Donc, c'est un plaisir de vous avoir ici et j'espère vraiment que vous allez partager avec nous le parcours du Burkina Faso sur cette transformation numérique. Donc, nous allons commencer par vous avec le mot. Et nous avons vraiment, la question qu'on va dire qu'on vous pose, c'est vraiment de voir dans quelle mesure vous pouvez nous expliquer un peu les initiatives de transformation numérique qui ont été prises par votre ministère pour faire face à la pandémie. Mais au-delà de cette question, je pense que pour nous, c'est vraiment d'entendre des perspectives plus larges sur le parcours du Burkina, la transformation numérique, un parcours qui a d'ailleurs commencé avant la pandémie et qui s'accélère malgré la crise qui est sur nous aujourd'hui. À vous, Rodrigue. Okay. Vous êtes sur mute. Oui, maintenant c'est bon. Donc, merci beaucoup. Sabine, merci en tout cas pour cette opportunité en tout cas que vous donnez au Burkina Faso de pouvoir participer justement à ce webinaire qui est très important. Comme vous l'aviez dit, c'est en marge un peu du forum, en marge du 7e forum régional africain sur le développement durable. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très essentiel. Donc déjà, avant de commencer, je voudrais excuser Madame la ministre qui, en tout cas, pour des raisons indépendantes de sa volonté, malheureusement, n'a pas pu se joindre à nous. Elle aurait bien voulu vraiment être là parce que, bon, je pense que jusqu'à ce matin, bon, elle a essayé, mais bon, nous savons bien les agendas, en fait, de certaines autorités, c'est pas toujours évident. Voilà, mais bon, elle tient vraiment à s'excuser auprès de vous pour cela. Donc, je suis là aujourd'hui pour la représenter, pour échanger avec vous justement sur la thématique dont a parlé Sabine tout à l'heure, sur justement les solutions de e-government justement que on met en place un peu pour améliorer l'efficacité des services publics tout au long justement de la période de post-Covid. Comme elle l'a rappelé, ça avait déjà commencé en temps. Donc, j'ai un petit mot qu'on avait essayé de préparer avec Madame la ministre, justement avec son accord, que je vais vous délivrer en son nom. Et je pense qu'on pourra faire quelques commentaires. Et bien sûr, au-delà des commentaires, dans l'agenda, il y a justement la période des questions-réponses, des discussions, et on pourra revenir un peu sur un certain nombre de points pour éclairer un peu la lenteur des uns et des autres. Alors, donc, je m'en vais sans plus tarder, comme on n'a pas beaucoup de temps justement sur ce mot. Alors, pour commencer, je vais déjà remercier tous ceux qui sont là aujourd'hui. Et avec nous, il y a Madame Sabine Mensa, coordinatrice régionale Afrique de l'Ouest et centrale de l'inclusion digitale des économies, UNCDF. Monsieur Mamadou Bitei, j'espère que je prononce bien, vice-président de la croissance inclusive, impact social chez Visa. Madame Karima Bounemra, directrice de l'Institut africain de développement économique et de la planification. Monsieur François Koupienne, manager global des économies numériques globales et inclusives UNCDF. Monsieur Thierry Amoussouboubo, responsable e-learning et gestion des connaissances IDEP UNECA. J'espère que je prononce bien. Souvent avec les noms, on a un peu de mal. Donc, donc merci beaucoup. C'est très bien. OK, excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, les participants qui sont en ligne avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, donc je vais citer Madame la ministre. Nul besoin de ressasser encore la crise sanitaire liée au Covid-19 a bouleversé le monde tant sur ses habitudes de consommation que celles en lien avec la production. Ça, je pense que tout le monde le sait déjà.
Cette crise a conduit l'humanité tout entière à interroger ses habitudes, notamment celles liées à l'organisation du monde du travail. C'est un fait. Elle a également été l'occasion de repenser la solidarité entre les humains qui a pu se manifester à plusieurs niveaux, notamment dans l'organisation de la riposte et dans les offres de solutions innovantes, tant sociales que digitales. En somme, un engagement soutenu des États et de la communauté internationale dans la lutte contre la maladie et ses effets néfastes a été observé et l'espoir est permis avec les vaccins immunisants qui sont en train d'être administrés en ce moment même dans un bon nombre de pays. Je voudrais tout d'abord rappeler que le Burkina Faso avait adopté dès les premiers instants un plan national de riposte COVID-19 par lequel nous avons pu inviter la population burkinabé ainsi que les différents partenaires techniques et financiers à sa mise en œuvre. De cette invitation, plusieurs formes de réponses individuelles ou collectives allant des offres de vivres, des dispositifs de lavement de mains ou de protection à la mise en place de solutions numériques ont été pensées, ont été mises en place. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, le gouvernement burkinabé affiche sa volonté ferme de se saisir du numérique pour impulser son développement. Pour ce faire, plusieurs projets structurants sont mis en œuvre par le ministère en charge du numérique qui a connu d'ailleurs un changement de dénomination avec une orientation forte en faveur de la digitalisation. Donc ici, c'est vraiment la nouvelle appellation que vous avez connue lors de la nomination du gouvernement actuel en janvier. Cette orientation du gouvernement a été bien perçue et beaucoup d'intuitives sont en implémentation, dont entre autres. Alors, je fais un commentaire en disant que nous allons citer en tout cas un certain nombre d'initiatives qui étaient déjà en cours et qui sont en train d'être accélérées, comme l'a dit Sabine tout à l'heure. Premièrement, vous avez la mise en place de plateformes de services publics en ligne et le guichet virtuel en cours de renforcement et d'adaptation. Il faut dire que cette plateforme de guichet virtuel avait déjà été mise en place dans une certaine version, mais il y avait un travail d'adaptabilité à faire et qui est en cours actuellement au niveau du Burkina Faso. Secondo, vous aviez les plateformes de digitalisation des procédures internes de travail qui sont en cours de déploiement et de mise en œuvre. Il s'agit entre autres du circuit intégré de gestion des missions, la plateforme d'archivage et de traitement du courrier au sein de nos administrations. Parce que vous savez, un commentaire encore, vous savez que aujourd'hui, la question du respect des mesures barrières est là. Donc, je crois que la digitalisation justement des procédures en interne dans la collaboration que les différents agents de l'État ont ensemble va être vraiment restreint. Cette collaboration-là va être digitalisée et ça va nous éviter en tout cas le non-respect de certaines mesures barrières. Donc, il y a des plateformes qui ont été déployées et qui sont en train d'être renforcées et adaptées au mieux pour s'adapter en tout cas au travail interne. Ensuite, vous avez l'opérationnalisation effective du cloud gouvernemental pour faciliter l'accès à des environnements d'hébergement et de travail pour les concitoyens. Donc, aujourd'hui, vous aviez ce cloud gouvernemental qui est opérationnel. Vous aviez la digitalisation des actions de paiement des factures, l'eau, l'électricité, par justement ce qui est en vogue aujourd'hui avec les mobile money qui sont actuellement en train de s'adapter à tout type, en tout cas, de paiement aujourd'hui au Burkina Faso. Et bien sûr, dans beaucoup d'autres pays, comme on le constate. Nous avons, depuis quelques années, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, mis en place ce que nous avons appelé le e-Syntax. Le e-Syntax qui a permis de dématérialiser les procédures de déclaration fiscale des entreprises. Donc, c'est une plateforme qui permet justement de collecter les taxes auprès des entreprises qui est entièrement en ligne depuis la déclaration jusqu'au paiement. Vous aviez ensuite, en 6e point, la continuité dans le développement des challenges, des hackathons, pour une continuité dans la production de services innovants. Donc, il y a un certain nombre de programmes de hackathons, de challenges qui sont organisés régulièrement au niveau du ministère et avec la collaboration aussi de certains incubateurs. Et ces différents challenges-là permettent justement de mettre en exergue un certain nombre de plateformes innovantes. Je pense qu'avec le système des Nations Unies, le UN, nous avons
dès les premiers instants, en tout cas de la crise, travaillé justement à mettre en place justement ce dispositif qui nous a permis d'avoir un certain nombre de solutions, qui a marqué un peu la mise en place de ce que nous avons appelé la plateforme unique de surveillance santé, qui regroupe un peu toutes les plateformes, justement, que ce soit du test de la COVID jusqu'à la fabrication même de viseurs, de masques et bien sûr même de respirateurs artificiels. Donc tout ça, c'est disponible sur une plateforme qui est actuellement exploitée, et donc le système des Nations Unies, à travers l'appui de l'UNCDF et du PNUD, en tout cas, a permis justement de mettre cela en place. Donc, en 7e point, vous aviez une action justement qui est mise en place depuis quelques années, qui a été très accélérée l'année dernière. C'est la dématérialisation des procédures des dépôts et d'examen des concours de la fonction publique. Donc, qui est un point assez essentiel pour justement éviter les longues files et éviter même la composition dans les salles pour les examens justement de la fonction publique. Et le volet même justement de dématérialisation des dossiers des étudiants depuis leurs inscriptions à travers la plateforme Campus Faso, et l'opérationnalisation permet justement aux étudiants de déposer leurs dossiers en ligne, les orientations, et que toute la procédure justement depuis leur inscription jusqu'à l'université, jusqu'à ce qu'ils puissent commencer à suivre les cours en ligne, a été dématérialisée. C'est vrai que pour certains points, et c'est des phases pilotes, mais pour d'autres, c'est complètement digitalisé, et je pense qu'on pourra revenir plus en détail sur ces points. Vous aviez la question justement au sein de nos administrations qui est importante, qui est la vulgarisation du télétravail. Je pense que dans beaucoup de pays, ça se fait. Et depuis l'avènement de la COVID-19 a pu s'imposer. Justement, on a reçu encore un appui du système des Nations Unies à travers le PNUD, qui nous a disponibilisé un certain nombre de licences Zoom qui a été disponibilisé au sein des administrations. Et ça, c'est quelque chose de très important, et on tient à les remercier au passage pour la continuité du service administratif. Alors, nous restons dans les actions d'une certaine continuité à ce niveau. Voilà. Et je puis noter en tout cas à ce niveau le soutien du système des Nations Unies, comme je l'ai dit, à travers ces différentes licences. Au-delà de toutes ces initiatives susmentionnées, des actions sont en cours de conception et de mise en œuvre pour renforcer la résilience à la pandémie. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, le 6e Forum régional africain tenu en 2020 sur le développement durable a abouti à la conception d'un cours en ligne sur les stratégies de transformation numérique inclusive pour les fonctionnaires, les représentants du gouvernement et les décideurs politiques. Le cours en ligne a été rendu possible grâce à une collaboration entre l'UNCDF et l'Institut africain pour le développement économique et la planification. Je ne doute pas que tout cela contribuera à renforcer les efforts déjà consentis et à consolider les acquis. Je voudrais également saisir cette occasion pour informer l'Assemblée de notre volonté à participer au programme de formation IDEP-UNCDF sur la transformation numérique pour les fonctionnaires, qui s'inscrit dans la logique de développer des parcours de transformation numérique inclusive pour atteindre les ODD et l'agenda 2063 de l'African Union. Je m'en voudrais de clore mon propos sans remercier tout un chacun, encore une fois, pour les efforts consentis de manière permanente à la prise en compte des couches les plus marginalisées dans le processus de numérisation. Ces efforts incluent notamment 1. L'investissement dans les compétences numériques pour tirer parti des populations les plus jeunes, l'ouverture de nouveaux marchés numériques aux petites et moyennes entreprises. 3. L'amélioration de l'accès à l'infrastructure numérique au dernier kilomètre. Et enfin, 4. L'outil IDS, tableau de bord de l'inclusivité du développement de l'économie et des services numériques permettant de suivre le progrès de nos pays sur cet agenda crucial. Nous sommes donc heureux de mettre en application cet outil au Burkina Faso. Je crois que Sabine l'a rappelé au début. Nous avons, il y a quelques jours, je dirais, 1 à 2 semaines, lancé justement, enfin, procédé à la remise officielle du rapport à Madame la ministre ici, au niveau du ministère.
Alors, nous sommes heureux justement de mettre en application cet outil en étroite collaboration avec l'UNCDF. Donc, ces actions de mise en œuvre sont en cours. Nous travaillons avec la représentation locale de l'UNCDF dans ce sens. Alors, tout en réaffirmant mon engagement à travailler dans ce sens, je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, c'est le mot que je voudrais délivrer, en tout cas au nom de Madame la Ministre, et je me tiens disponible à développer l'ensemble des différents points et à avancer sur les discussions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue Guigemdé. Je rappelle qu'il est le directeur général du développement de l'industrie numérique du Burkina Faso. Merci pour ce partage donc sur les solutions e-government pour améliorer l'accessibilité des services publics et les innovations numériques qui ont été mises en place au niveau du Burkina Faso. S'il y a des acteurs qui ont été très fortement impactés par cette pandémie COVID-19, ce sont les micro, petites et moyennes entreprises. Donc, je voudrais passer la parole à M. Mamadou Biteye, qui est donc le vice-président croissance inclusive et social impact de Visa, pour partager avec nous les initiatives de Visa qui ont ou qui continuent de contribuer à la résilience de ces micro, petites et moyennes entreprises. À vous, Mamadou. Vous êtes mieux. Merci beaucoup, Sabine, et mes salutations respectueuses à tous les collègues que nous avons sur le panel, que j'ai l'honneur de rejoindre sur le panel, mais également à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par dire que la pandémie a vraiment mis en évidence l'importance de l'accès aux services numériques et aux paiements digitaux pour la survie des PME. Mais elle offre également d'importantes leçons sur l'inclusion financière. Et je n'aimerais pas apparaître comme prêchant pour ma chapelle, mais je dirais que Visa a été créé avec l'idée que les paiements digitaux rapides et sécurisés doivent être à la disposition de tout le monde et partout. Et dans un contexte post-Covid, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, et surtout quand on parle de développement durable et inclusif. Mais avant de dire ce que Visa fait, j'aimerais partager avec vous quelques observations qui sont ressorties de 2 études que nous avons menées récemment pour comprendre l'impact du COVID sur les PME, mais aussi qu'est-ce que l'accès aux paiements digitaux peut apporter comme solution. À titre d'exemple, la recherche que nous avons parrainée au Mexique auprès des PME a révélé que le fait d'accepter les paiements numériques a un impact clair et positif sur le chiffre d'affaires, les clients et les opérations des PME. Plus précisément, l'acceptation des paiements numériques et la connexion au commerce numérique ont aidé les propriétaires de PME à augmenter leurs revenus, à améliorer leur gestion d'entreprise et à bâtir des entreprises plus compétitives dans un contexte de crise économique actuelle. Fait important, l'opportunité de la technologie des paiements est également à l'origine de l'inclusion numérique. 75% des propriétaires d'entreprises interrogés au Mexique déclarent qu'ils acceptent maintenant les paiements numériques pour la première fois. Très important. Cet exemple, donc, réitère l'importance cruciale de l'inclusion financière et de l'équité numérique en tant qu'élément clé d'une reprise économique inclusive après la pandémie. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Que l'équité numérique est l'assurance que tous les individus et les entreprises ont la possibilité de participer et de bénéficier pleinement des plateformes numériques. Cela comprend les connexions, les disponibilités des services appropriés et la connaissance de la manière, la façon de participer à l'économie numérique. Et donc, en tant que réseau des réseaux, nous croyons également à l'importance de travailler avec les partenaires et des clients pour permettre l'accès à un nombre plus grand de PME
l'atteinte de l'échelle sera importante et les partenaires représentent un catalyseur clé d'échelle. Et pour cela, quelques exemples. Par rapport à notre Visa Economic Empowerment Institute, a également fait un survey et donc dans 5 pays en développement et a montré que les entreprises qui ont accepté, qui ont la capacité d'accepter les paiements numériques s'en sont tirées nettement mieux que les entreprises qui n'ont pas ces capacités pendant la pandémie. L'étude a également mis en évidence plusieurs domaines d'intérêt politique pour aider les gouvernements à se concentrer sur ce dont les petites entreprises ont besoin, tels que l'accès fiable à l'infrastructure habilitante numérique, l'adoption accrue des paiements numériques et sans contact, et le soutien à un meilleur accès aux capacités de cybersécurité. Ça, c'est très important. Donc, ce que nous avons fait en tant que Visa et en tant qu'organisation pour soutenir la croissance inclusive dans les pays où nous sommes présents, et surtout dans un contexte de pandémie, c'est que déjà en juin 2020, nous nous sommes engagés à permettre 50 millions de PME, de petites et micro-entreprises dans le monde entier à accéder pour la première fois aux paiements numériques, d'améliorer leur business et de pouvoir aider les communautés locales. Nous avons également créé l'institut que j'ai cité plus haut comme auteur d'une des études. C'est Visa Economic Empowerment Institute, a été créé l'année dernière afin d'explorer les principaux enjeux politiques auxquels est confronté l'écosystème mondial des paiements numériques et de fournir des informations pour soutenir la croissance des PME et de l'inclusion financière. Enfin, nous avons développé plusieurs programmes tels que les Small Business Hubs, qui sont des espaces numériques où, par exemple, dans plus de 20 pays, y compris en Afrique, une bonne dizaine de pays en Afrique, qui permettent aux PME de pouvoir accéder à toutes les instructions et conseils leur permettant d'adopter de manière facile les paiements numériques. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, à travers ces espaces de PME, c'est de pouvoir aussi acquérir à travers les practical business skills, les aptitudes qui permettent de créer, de gérer et de pouvoir faire croître leurs entreprises. Mais surtout, d'avoir les connaissances qui leur permettent de pouvoir gérer en contexte de crise. Il y a eu également notre fondation. Notre fondation a pris un engagement de mettre à la disposition justement des entreprises plus de 210 millions de dollars sur les 5 prochaines années, dont 80% en termes d'investissement d'impact et le reste en termes de subventions qui permettent d'aider les entreprises à faire face aux difficultés de liquidité et leur permettre de pouvoir survivre la crise, mais aussi d'émerger de cette crise encore plus renforcée et d'avoir les moyens de renforcer leur résilience. Et finalement, d'autres programmes comme iFund Women, qui sont des petits grants autour de entre 5 000 et 10 000 dollars, qui sont exactement le montant, qui constituent le montant dont on a besoin pour démarrer une activité. Et ceci est essentiellement dirigé vers les femmes. Il y a d'autres, mais je vais faire l'économie comme on n'a pas beaucoup de temps. Mais ça, c'est quelques exemples de ce que nous avons fait en tant qu'organisation pendant la crise pour venir en aide aux PME. Merci beaucoup, Mamadou. Alors, je rappelle, nous sommes à plus de 80 participants. N'hésitez pas à mettre vos questions, commentaires dans le chat, en attendant qu'on puisse finir avec les différentes questions
les panélistes. Alors, Mamadou, très intéressant. Donc, nous reviendrons sur les questions. Maintenant, nous allons nous tourner plus vers Karima Bounerma Ben Soltan, la directrice de IDEP. Et Karima, la question qu'on veut vraiment vous poser, c'est comment est-ce que la pandémie impacte les initiatives des gouvernements dans leurs efforts de développement et plus largement dans l'atteinte des ODD et des objectifs de l'agenda 2069 de l'Union africaine? À vous, Karima. Merci Sabine, bonjour à tous, panélistes et participants. Et encore une fois, nous sommes ravis à l'IDEP de pouvoir nous associer à UNCDF pour l'organisation d'une rencontre conjointe lors du Forum pour le développement de l'Afrique. Nous sommes conscients et convaincus que les programmes pour une bonne soutenabilité des programmes que soutient UNCDF, il est important d'avoir, je dirais, un quorum et les capacités nécessaires au niveau des pays pour pouvoir ensuite prendre en charge par eux-mêmes et s'approprier toutes les initiatives. Et donc, je pense que cette association UNCDF-IDEP doit mener à des actions gagnantes et je vous invite tous à suivre notre programme de formation pour pouvoir suivre ce que nous offrons. Effectivement, Sabine, les leçons tirées de la gestion de la pandémie Covid-19 nous confirment, si bien évidemment besoin était encore, que les plans de développement de nos pays doivent avoir la capacité et surtout la souplesse nécessaire pour faire face à des situations de crise, tout en assurant la continuité des activités programmées et atteindre les objectifs établis. Et dans le cadre qui nous intéresse, bien évidemment, l'agenda 2030 et l'agenda 2063. Il faut être conscient que le développement ne peut pas être complètement linéaire. Nous verrons avec l'économie et la transformation numérique qu'on peut sauter des paliers, mais également, il va falloir que les décideurs et les planificateurs soient en mesure de considérer l'inclusion de points d'inflexion dans leur processus de développement et s'adapter à des situations singulières comme celles que nous vivons, mais il peut y en avoir d'autres comme liées au changement climatique avec des périodes de sécheresse, des périodes au contraire d'inondation, etc., etc. Ces leçons nous ont également montré que nous étions à un moment réellement décisif qui nécessite l'accélération rapide de la numérisation dans notre société. Sans les bonnes ressources numériques, nous ne serions pas là aujourd'hui à réfléchir sur un sujet aussi important que celui que nous proposons de considérer. Alors, bon, bien évidemment, la technologie numérique est au cœur du débat avec son rôle moteur sur le développement économique et aujourd'hui, la question est au cœur du débat du fait de sa large utilisation pendant la pandémie et du fait que beaucoup de décideurs ont pris conscience du pouvoir des technologies de l'information. Mais si la pandémie a amplifié la nécessité d'adopter de nouvelles technologies, il faut quand même reconnaître que les progrès technologiques ont permis la transformation d'un certain nombre de pays du continent. Ils ne sont pas tous allés à la même vitesse et avec le même engagement au cours des 2 dernières décennies. Donc, la capacité d'une économie à exploiter ces technologies, qui sont très rapides, dont l'évolution est très rapide, elle doit progresser rapidement en réponse à la nouvelle donne que la pandémie a provoquée. Et puis de la capacité des économies à exploiter les technologies dépendra la vitesse avec laquelle nos pays pourront relancer leur croissance et rétablir des conditions qui leur permettront donc d'atteindre les ODD et l'agenda 2063. Alors, évidemment, on a pu voir que de nombreuses initiatives ont été mises en œuvre dans des pays, mais il faut être conscient également qu'il faut beaucoup plus pour améliorer l'entrée de nos sociétés dans l'économie numérique et une économie numérique qui soit accessible et qui bénéficie à tous. Alors, pendant la pandémie, on a eu plusieurs innovations
On a vu cela hein, au niveau de la recherche scientifique, mais aussi la poursuite d'activités économiques, ou bien l'adaptation et le changement pour pouvoir être dans des systèmes de production différents, la fourniture de services sociaux essentiels, essentiellement pour l'éducation et les soins de santé. On vient d'écouter les très bons exemples donnés par le Burkina Faso. Nous sommes également notre pays hôte pour ce forum et le Congo. Et lors du forum Sciences, Technologies et Innovation, nous avons pu voir les multiples réalisations du pays hôte. Le Congo qui a pris beaucoup de mesures pour intégrer des solutions numériques dans sa réponse à la pandémie et son développement de manière générale. Hein. À titre d'exemple, le hackathon qui se tient dans le cadre du processus de création du Centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle qui devrait être installé à l'université de Nizazunguesso. Tout cela montre qu'effectivement, il y a une prise de conscience et il y a également des activités qui sont menées. Le Rwanda a utilisé les drones pour acheminer du sang au niveau du pays à des vitesses qui évidemment ne sont pas en compétition, pour lesquelles un cheminement en voiture ne serait pas compétitif. De la même façon, la Côte d'Ivoire a utilisé des drones pour assainir les espaces publics et diffuser l'information, prendre la température des personnes. Nous avons des pays comme la Tunisie, par exemple, où des imprimantes 3D ont été utilisées pour produire des masques, un certain nombre de produits liés à la pandémie, des respirateurs, des ventilateurs, etc., etc. Sierra Leone, Libéria, Mali, Ouganda et Guinée ont mis en place des systèmes numériques pour connecter les professionnels de la santé, les décideurs et les professionnels, les acteurs sur le terrain, avoir accès à des systèmes d'information de manière régulière, etc. Et sur la base, en fait, d'un système qui a été lancé lors de la crise Ebola, et qui malheureusement risque de revenir en haut de l'agenda. Et donc, voilà, le Kenya a mis en place des ballons à haute altitude pour fournir Internet aux activités, aux communautés éloignées. Le PNUD avec l'Ouganda et Jumia ont mis en place des systèmes d'accès, donc d'achat en ligne, etc. En fait, les exemples se multiplient dans l'éducation, dans la logistique, etc., etc. Alors, maintenant, la question qu'on se pose, c'est ces investissements dans les technologies numériques ont apporté des solutions immédiates à la pandémie. Comment faire pour qu'elles contribuent à la résilience économique à moyen et à long terme? Qu'on passe du ad hoc, du très bel exemple, hein, ce qu'on appelle les success stories, à quelque chose de pérenne et qui puisse réellement servir le développement. Alors évidemment, cela fait des années hein, que nous disons à la CEA que la numérisation est une solution pour accélérer le développement et aujourd'hui, nous pouvons dire 20 ans après que c'est une solution pour mieux reconstruire après la pandémie. La crise nous a offert une opportunité d'accélérer la transformation numérique en tenant compte de la nécessité d'agir avec fermeté pendant aussi bien la phase en cours, mais la préparation de la reprise post-crise. Donc, les leçons qui se dégagent de l'expérience actuelle, si elles sont mises à profit, peuvent faire beaucoup pour rendre les pays mieux équipés, pour d'abord renforcer leur développement et faire face à des crises futures. Et pour des gouvernements qui cherchent à stimuler la reprise économique après la pandémie, la transition vers la transformation digitale est essentielle. Mais il est réellement crucial que nous passions d'actions isolées, aussi efficaces soient-elles, à une programmation plus systématique et une réelle intégration du numérique dans les plans de développement. Et c'est pourquoi il faut reconnaître que beaucoup de pays, bien avant le Covid, avaient déjà mis en place des programmes. Le Rwanda en est l'un des bons exemples. Nous avons également des exemples comme le Sénégal qui s'est fixé comme objectif de générer 10% de son PIB à partir de l'économie numérique d'ici 2025. On connaît tous l'exemple du Kenya avec l'argent mobile et tout à l'heure,
Mamadou parlait de l'importance justement dans des pays à faible bancarisation d'aller de plus en plus vers l'argent mobile et l'accès à cet argent mobile. Donc avec le Kenya M-Pesa, on sait très bien que en moyenne, si vous voulez, en 2018, les Kenyans auraient transféré plus de 100 millions de dollars par jour en transactions mobiles, avec 40 milliards de dollars sur l'année, c'est-à-dire la moitié du PIB du pays. Mais bon, on reste encore sur des défis et des défis à relever. Le premier défi, il est d'abord d'ordre, je dirais, pas idéologique, mais de l'ordre de l'approche. La dématérialisation des activités, que ce soit dans le public ou dans le privé, est quelque chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. On a encore du mal. La pandémie nous a forcé la main, mais on a encore du mal à accepter les paiements numériques, à aller sur un site web pour voir quels sont, remplir des formulaires au niveau du pays, etc. Il y a également un défi, je dirais, d'équité dans l'accès à ces... l'équité, qu'elle soit monétaire, puisque nous sommes dans un continent où le coût d'accès aux services numériques est l'un des plus élevés au monde, que ce soit la téléphonie ou Internet. Nous sommes encore très, très loin de ce qu'il faudrait faire pour réellement booster notre économie et notre accès. Il y a encore des problèmes d'analphabétisme, des problèmes de disponibilité de ressources, etc., etc. Et donc, de ce point de vue-là, il va falloir réellement arriver à mettre en place des mécanismes pour contrecarrer et donner plus de cohérence. Il ne suffit pas de dire transformation numérique, il faut accompagner cette transformation numérique et l'accompagner avec les mesures qu'il faut et les technologies qu'il faut. Juste pour dire aux traducteurs que nous avons reçu un message que la traduction en anglais est à peine audible, c'est très faible, si vous pouvez augmenter le volume. Excuse-moi, Karima, à toi. Très bien, très bien. Et j'espère que je ne parle pas trop vite également pour la traduction. Il y a également une question qu'on doit se poser pour cette transformation digitale, c'est les domaines dans lesquels elle doit se faire. On peut faire du business as usual, aller dans les domaines stratégiques, il y a un certain nombre de prérequis nécessaires, aussi bien au niveau des compétences à acquérir que des services à offrir. Mais il y a également des moyens de sauter des étapes et aller vers des domaines beaucoup plus innovants aujourd'hui, aussi bien au niveau des universités qu'au niveau de l'administration que du secteur privé, avec des applications dans le domaine du cloud computing, du big data, du commerce électronique, avec l'ouverture de la zone africaine de libre-échange. Et le commerce électronique devrait être un domaine qui devrait prendre beaucoup plus d'ampleur dans les mois à venir. Le déploiement de machines intelligentes et l'utilisation de l'automatisation, même si nous sommes dans un continent où l'un des grands défis est de créer des emplois et des emplois pour les jeunes, l'automatisation peut permettre également de construire une résilience et une reconstruction qui soit verte, qui soit la moins polluante possible et la plus amicale envers l'environnement. Donc, finalement, la question n'est plus de savoir si on doit passer à une transformation numérique complète, mais comment est-ce que cette transformation peut être intégrée dans les plans de développement pour que ces plans soient les plus dynamiques possibles. Alors, la plupart des pays ont, qu'elles soient récentes ou plus vieilles, des politiques et des stratégies en matière de technologie de l'information et des communications, mais elles doivent être mises à jour, un petit peu dépoussiérées, je dirais, pour aller vers un cadre de transformation beaucoup plus efficace et qui tienne compte réellement du potentiel qui existe ou à construire en termes de main-d'œuvre et en termes de capacité humaine et institutionnelle. On a vu tout à l'heure également avec l'exemple du Burkina qu'il y avait
une préparation, non pas seulement au niveau des personnes et des capacités humaines, mais également au niveau des instances et des entités qui doivent mener à bien cette transformation numérique. Alors, il y a plusieurs promesses pour stimuler l'innovation, générer des gains d'efficacité, ça, les études le montrent de manière très claire, créer des emplois et, dans notre cas, réfléchir à la création d'emplois verts, puisqu'il va falloir réellement que dans la diversification de nos économies, on puisse intégrer cette dimension verte, améliorer les services rendus aux citoyens, améliorer les relations, je dirais, publiques-privées et les programmes publics-privés, tout en stimulant une croissance qui soit plus inclusive et durable et en améliorant le bien-être de tous. Alors, cette inclusion dans les plans de développement doit évidemment apporter des solutions à nos problèmes endémiques et aux nouveaux problèmes qui ont été accentués par la crise. Mais en même temps, ces problèmes endémiques, il ne faut pas leur donner les solutions d'antan, il faut réellement leur définir des solutions innovantes. On a parlé de dématérialisation tout à l'heure. Je pense que c'est un domaine sur lequel il va falloir beaucoup réfléchir également à stimuler l'innovation au niveau aussi bien de nos industries que de nos universités et faire le lien, le pont entre les deux pour permettre que ce qui est intellectuellement produit soit utilisé et sur lequel on peut capitaliser pour créer de la croissance et de l'emploi. Et je voudrais terminer par un point. Nous avons eu 2 jours très stimulants de réflexion sur les rapports nationaux volontaires et maintenant les rapports locaux volontaires et les questions de territorialisation et de localisation des questions de développement. De la même façon, je pense que lorsqu'on réfléchit en termes de politique et plan de développement, planification du développement, il faut de plus en plus aller vers la régionalisation, l'implication des acteurs locaux, que ces acteurs soient les communautés locales, qu'ils soient le secteur privé, pour créer de la richesse au niveau de nos territoires et que la création de richesse ne se focalise pas seulement sur les zones urbaines actuelles qui peuvent suffoquer ou être en mal d'absorber complètement toutes les nouvelles demandes, mais aller réellement davantage vers une décentralisation qui puisse impliquer les PME, les PMI au niveau des différentes régions, d'autant qu'on le sait, notre tissu industriel est formé à plus de 80% d'entreprises de petite taille, que ces entreprises, à travers la numérisation, puissent avoir une opportunité beaucoup plus tangible de participer au développement. Et je le disais en introduction, je voudrais terminer par dire qu'au niveau de l'IDEP, avec tous nos partenaires, ces questions aujourd'hui, nous parlons de la transformation numérique, mais d'une façon beaucoup plus large, des nouvelles approches de planification qui soient davantage à visage humain, qui soit davantage orienté vers les résultats avec de la reddition de comptes et avec également un financement qui soit approprié. Toutes ces questions de nouvelles approches de planification sont dans les cours que nous offrons. Cette année, nous allons mettre un accent particulier sur les besoins des jeunes et leur implication dans le développement. Et je pense que lorsqu'on parle de transformation numérique, c'est, je dirais, une audience tout à fait idoine pour parler davantage de bénéficiaires de nos programmes de formation. Donc, tout à l'heure, Rodrigue a fait mention d'un programme que nous offrons avec UNCDF. Il y en a beaucoup d'autres et je vous invite réellement à bénéficier de ces programmes dont la volonté n'est pas seulement de former des têtes bien pleines, mais surtout des têtes bien faites et bien pensantes qui soient capables d'impacter le développement d'une façon générale. Voilà, merci Sabine et je suis bien évidemment à votre disposition pour réagir à des questions ou des interrogations que les participants nombreux aujourd'hui auraient à me formuler. Merci. Over to you. Merci beaucoup, Karima. Comment passer de l'ADOC
pérenne, soutenable, durable. Merci beaucoup. Et je rappelle que nous sommes maintenant à plus de 100 participants au niveau du webinaire. N'hésitez pas à mettre vos questions dans la fonction Q&A, questions et réponses. J'espère aussi que la traduction en anglais est maintenant bien audible aux participants. Merci beaucoup aux partenaires de la traduction. Donc, le digital a permis pour la première fois à des micro, petites et moyennes entreprises de pouvoir continuer à faire des affaires pendant cette période de pandémie et de confinement. On a testé beaucoup d'initiatives, donc ad hoc. Comment est-ce que nous pouvons construire durablement cette transition numérique et comment est-ce que nous pouvons accompagner les différents acteurs de l'écosystème. Donc, je vais passer la parole maintenant à François Coupienne, qui est donc le Global Digital Lead de UNCDF sur l'Afrique, l'Asie et le Pacifique. Et François, vraiment, la question qu'on aimerait te poser, c'est de comprendre les initiatives que UNCDF mène pour accélérer la transformation numérique, notamment dans l'appui au gouvernement, le renforcement des compétences numériques et la digitalisation des différents secteurs. Et dans ce cas-ci, prenons l'agriculture, par exemple. Si tu peux partager des exemples concrets. À toi, François. Bonjour Sabine. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Parfait. C'est parfait. Super. Donc, merci Sabine. Et avant de commencer, j'aimerais bien remercier d'abord M. Guéningambé, en fait, du gouvernement du Burkina Faso pour notre partenariat. De même que mes collègues de IDEP, en fait, pour le bon partenariat que l'on a eu dans le passé, que l'on continue et les partenariats à venir. Et aussi M. Mamadou Bitey pour Visa, qui participe dans ce panel. Donc, c'est un plaisir. Je suis le disais au début, c'est un plaisir aussi de pouvoir faire un panel en français et de pouvoir, en fait, comme ça, parler notre langue maternelle. C'est rare, mais ça fait vraiment plaisir. Donc, qu'est-ce que fait, en fait, ce UNCDF? Donc, en fait, depuis plus de 10 ans, en fait, UNCDF a aidé les gouvernements et le secteur privé des pays, en fait, les moins avancés, de pouvoir d'abord accélérer, en fait, la finance digitale dans les pays dans lesquels ils sont. Et en fait, Madame Bounmera, en fait, vous en parliez justement à l'importance, en fait, de la finance digitale. Et nous nous sommes rendus compte aussi qu'au-dessus, en fait, d'un service financier, il était important aussi d'avoir différentes solutions digitales. On appelle ça des différentes solutions dans l'agriculture, la santé, l'éducation, pour permettre vraiment à l'ensemble des citoyens d'un pays de pouvoir rentrer pleinement dans l'économie de demain, l'ère du digital, où tout sera accessible, en fait, via un téléphone ou via un smartphone. Et donc, c'est vrai, comme vous disiez, il y a énormément d'aspects qu'il va falloir changer dans la manière, en fait, dont on développe, enfin, du gouvernement, mais du secteur privé, l'approche, en fait, du développement de ces services. Donc, nous nous plaçons, UNCDF, comme un partenaire stratégique du gouvernement, vraiment dans leur transformation digitale. Et on appelle ça, je vais appeler ça un facilitateur de marché. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut les supporter dans leur transformation digitale, mais pas juste leur transformation digitale, mais une transformation digitale inclusive. Et l'idée, en fait, inclusive est très importante, et j'aimerais bien souligner ici. Quand je dis qu'une économie digitale doit être inclusive, c'est vraiment qu'on inclut, en fait, l'ensemble des groupes marginalisés, donc des groupes qui, en général, ont moins accès aux technologies digitales. Je parle des femmes, je parle des jeunes, je parle des personnes dans les zones rurales, je parle des micros. Un peu moins rapidement, tu vas trop vite. Je m'emballe, je suis passionné. Donc, les femmes, les jeunes, les personnes rurales qui vivent dans les zones rurales, les petites, les moyennes entreprises, les réfugiés, les migrants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Et si on les oublie à ce stade, en fait, du développement de l'économie digitale, ils vont prendre un retard énorme qui sera beaucoup plus difficile à rattraper par le futur. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on se positionne au niveau des pays pour aider les pays dans cette transformation digitale et vraiment inclure au maximum, dès le départ, donc tous les groupes dont je viens de parler. Alors là, la manière dont nous travaillons, nous fournissons en fait de l'expertise. C'est pour ça que nous avons des équipes, des experts digitaux dans 28 pays en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. Nous leur fournissons des outils nécessaires et aussi subsidier des financements pour pouvoir vraiment développer et piloter et tester des nouvelles approches digitales. Alors, je peux donner quelques exemples au point de vue du support qu'on donne au gouvernement. Et c'est là que je veux encore remercier en fait le gouvernement du Burkina Faso,
qui était un de nos projets pilotes pour ce qu'on appelle IDES, en anglais de Inclusive Digital Economy Scorecard, donc qui est le tableau de bord du développement des services de l'économie digitale et inclusive. Donc l'idée derrière, c'est pouvoir en fait, donner au gouvernement un outil qui va permettre de mesurer le développement de l'économie digitale, mesurer le niveau d'inclusion des différents segments dont je viens de parler, mais aussi aider à donner les principales priorités. Principales priorités en termes de politique et réglementation, principales priorités en termes d'infrastructures digitales et de paiement, principales priorités en termes de développement de l'innovation pour soutenir l'innovation, et principale priorité aussi pour tout ce qui est compétences digitales. Et donc, l'idée, c'est que l'année passée, nous avons commencé avec 4 pays pilotes, dont le Burkina Faso. Il y avait aussi le Népal, l'Ouganda et les îles Salomon dans le Pacifique. Et nous sommes actuellement en train de mettre ça en place dans 20 pays au niveau mondial. Et nous voulons vraiment utiliser que cet outil en fait devienne l'étalon, je vais dire, global pour pouvoir en fait justement mesurer les économies digitales. Alors, la manière dont nous le développons, c'est avec les gouvernements. C'est un outil qui est développé avec les gouvernements, pour les gouvernements, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'outils, mais peut-être pas aussi efficaces. Donc, l'idée, c'est donc c'est le genre d'outil qu'on donne. Une deuxième chose qu'on fait aussi, c'est par exemple, nous aidons les gouvernements dans leur développement de stratégies digitales. Et nous avons fait ça dans 2 pays pour l'instant. Par exemple, en Ouganda, nous avons aidé en fait les autorités de planification nationale d'intégrer le digital au sein de leur plan de développement leur plan de développement national. Et donc, c'est via en fait notre expertise que nous avons aidé en fait dans l'ensemble des catégories du plan national de pouvoir justement intégrer cette composante digitale et s'assurer que ce soit de manière intégrée pour l'ensemble en fait du pays et pour l'ensemble des agences gouvernementales. Un autre pays, c'est les îles Salomon, qui ont pris une direction un petit peu différente. Là, nous les aidons en fait dans leur stratégie d'économie digitale au point de vue national. Donc, nous travaillons avec le ministre de l'Éducation et de l'Aviation, qui est un petit peu l'agence gouvernementale qui prend le lead, pour pouvoir justement développer cette stratégie nationale. Et en même temps, nous faisons ça en parallèle que la mise à jour de la stratégie d'inclusion financière nationale pour s'assurer en fait que l'ensemble des partenaires gouvernementaux travaillent en fait pour l'année. Le troisième point que nous faisons aussi, c'est, je pense, gérer une transformation digitale d'un gouvernement est très complexe. Il y a énormément de partenaires. Donc, nous supportons les gouvernements justement dans la création de groupes de travail qui vont permettre justement de donner les bonnes priorités et de pouvoir mettre en fait l'inclusion au centre des discussions. Et finalement, à côté des gouvernements, nous travaillons avec le secteur privé dans énormément de domaines différents, donc la finance, l'agriculture, l'éducation, la santé, pour pouvoir les aider à tester et piloter les services financiers, les services digitaux de demain. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir en fait leur permettre de donner l'expertise et les financements pour pouvoir faire ces premiers pilotes qui, par la suite, s'ils sont réalisés avec succès, seront intégrés dans leur je veux dire, plan business et permettront en fait de se développer de manière naturelle. Et en fait, si ça ne fonctionne pas, on retravaille avec eux de manière en fait continue, justement pour pouvoir en fait trouver la bonne solution qui va répondre aux besoins des différentes populations. Sabine, tu veux bien me dire au point de vue timing, combien j'ai encore de temps pour être sûr? Si très rapidement, tu peux nous donner des exemples sur la digitalisation de l'agriculture ou sur les compétences, ce serait bien. Nous avons, on va dire, dans 2 minutes pour nous permettre d'avoir un peu plus de temps pour la partie questions-réponses. Parfait. Donc, je vais prendre 1 minute sur chaque. Donc, prenons 1 minute au point de vue des renforcements des compétences. Donc, c'est sûr, les compétences, en fait, un des grands challenges du monde de demain, c'est s'assurer en fait que l'ensemble des citoyens d'un pays aient les aptitudes et les compétences pour entrer dans l'ère digitale de demain. Et ces aptitudes sont aussi bien des compétences générales, comme dire écrire, des compétences digitales ou des compétences financières. Donc, on travaille en fait avec différents acteurs dans différents pays là-dessus. Je peux donner par exemple l'exemple de Sénégal, où nous travaillons avec Dimagie et Baobab pour l'autonomisation des jeunes via l'éducation financière. Et donc, nous avons été Dimagie à développer une application en Wolof avec un contenu audiovisuel via une tablette
qui est en fait donnée en fait par les formateurs de Baobab aux différentes clients de l'institution. Et en fait, ces solutions, en fait, je veux dire interactives, permettent en fait, dès le départ, en fait, aux jeunes d'avoir la bonne connaissance, d'ouvrir un compte en banque et en fait de pouvoir se lancer dans la vie, en fait, je veux dire financière, digitale. Nous travaillons en fait sur des projets un petit peu similaires avec Ecobank et Osez au Ghana, où là, il y a un focus spécifique aussi sur la formation à l'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas juste du digital, mais vraiment former les jeunes donc pour les boulots de demain. En Guinée, nous travaillons par exemple aussi avec Finadef et Capital Finance au Niger, vraiment sur des parties maintenant éducation financière. Donc ça, c'est vraiment des informations au point de vue secteur privé. D'autres que je veux donner aussi, c'est par exemple à Fidji, nous avons travaillé avec le ministère de l'Éducation pour intégrer en fait dans le cursus primaire et secondaire de l'éducation financière. Et maintenant, nous continuons aussi pour y intégrer une partie éducation digitale. Et finalement, au point de vue compétences, un dernier point que je veux dire, c'est dans le monde de demain aussi, je veux dire, l'éducation sera à portée de main en fait de tout citoyen qui aura un smartphone dans sa main. Parce qu'il faut se dire qu'avec un smartphone dans la main, on a vraiment un accès à un ensemble de ressources qui soient par exemple des vidéos sur YouTube pour se former dans différents métiers. On peut avoir des sites comme Khan Academy qui donnent des ressources énormes pour tout ce qui est des cours en ligne. Et donc voilà, je pense que c'est important de voir le rôle complémentaire du gouvernement, des sociétés privées et du citoyen, en fait, dans le développement et dans l'accès à l'information de demain. Rapidement, concernant l'agriculture, depuis 10 ans, nous sommes en fait focalisés en fait, au point de vue dans l'agriculture. Et nous sommes aussi entrés par la finance digitale. Donc, notre objectif d'abord était de pouvoir donner en fait accès à des services financiers dans différentes chaînes agricoles. Et je peux prendre en fait l'exemple, par exemple, que nous avons avec la Banque agricole au Sénégal. Nous avons développé en fait des services d'épargne, crédit, assurance et éducation financière dans la chaîne agricole du riz. Mais nous avons aussi, nous sommes dans différents pays, au Népal, en Ouganda, dans énormément de pays, nous travaillons dans différentes chaînes agricoles. Ce qu'on se rend compte beaucoup aussi, c'est que avoir un service financier pour un agriculteur est un point d'entrée en fait dans le monde de demain. Il y a des services digitaux qui font, maintenant qu'il a accès à un service financier, il y a vraiment des services digitaux qui font beaucoup plus d'impact au jour le jour sur ses revenus et sur son accès au marché. Et donc, c'est pour ça que nous travaillons aussi dans différents marchés, en fait, à des accès à des services météorologiques et d'information afin d'accroître la production, accès à des places de marché pour les achats en fait de inputs et la vente en fait de produits permettant plusieurs sources et un revenu direct. Et donc, on a le service, par exemple, Mlouma de notre partenaire au Sénégal, qui offre vraiment une plateforme de marché, le prix des denrées, l'information climatique et le conseil. Donc, de nouveau, un petit peu pour conclure, l'agriculteur de demain sera un agriculteur en fait connecté et en fait qui lui permettra de sortir en fait de son monde rural et faire partie de l'économie nationale via en fait son téléphone. C'est donc vraiment une priorité de chaque gouvernement de focaliser sur le développement de l'infrastructure digitale et des paiements dans les zones rurales pour pouvoir développer ce monde de demain. Voilà, je vous remercie pour ces différents points et je suis prêt à répondre à différentes questions. Merci. OK, parfait. Passons au vif du sujet. Je pense que c'est pour moi, en tout cas, toujours la partie la plus intéressante. D'abord, je vous remercie tous et je suis très contente parce qu'à travers vos différentes interventions, on a pu toucher aux aspects ou les work streams d'intervention de UNCDF dans notre stratégie qui a l'ambition de ne laisser personne de côté à l'ère du numérique. Donc, on a vu l'accès à l'infrastructure pour permettre aux MPME de commencer, de pouvoir continuer à faire le business. On a vu la nécessité des compétences numériques. On a vu la nécessité des solutions e-government et des exemples spécifiques sur l'agriculture. Mais je laisserai à mon collègue Thierry de pouvoir nous faire une synthèse à la fin. Question, dès le départ, je vais commencer avec vous, Rodrigue, si vous le permettez, parce que je trouve que la question, on a une série de questions qui touchent à l'identité biométrique et aussi à ce que les États font. Donc peut-être, Rodrigue, si vous pouvez partager avec nous votre perspective. Il y a une question qui demande comment accompagner les États africains dans leur stratégie d'intégration de l'identité digitale dans la problématique du paiement digital des services publics. Donc, Rodrigue et potentiellement François, si tu veux aussi rajouter. À vous. OK. Merci beaucoup. En tout cas, pour la question, c'est
C'est très intéressant, hein, je pense, cette question qui touche à la question de l'identité numérique, parce que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, qui touche un peu à tout ce qui est transactions financières, inclusion financière, je pense que pour donner un peu des zones de confiance dans les transactions et tout, parce que c'est le fondement un peu des transactions, je ne vous apprends rien, la question fondamentale ici, c'est comment est-ce qu'on identifie toutes ces personnes qui sont au milieu. Et dans les États, je crois qu'il est très important et plus qu'urgent que la question de l'identité numérique là, soit mise en place pour que tout ce qui est API, tout ce qui est plateforme qui est développé au niveau de l'inclusion financière puisse s'appuyer justement sur ces éléments-là pour assurer une certaine zone de confiance. Alors, aujourd'hui, au Burkina Faso, nous avions à un moment donné, comme dans beaucoup d'autres pays africains, hein, nous avons à un moment donné vu des initiatives qui tendaient un peu à mettre en place un environnement d'identité numérique. Alors, pour aller justement à cette identité numérique, vous avez dans certains pays la question de la CNIB, c'est-à-dire il y a la carte nationale d'identité qui existait. Vous aviez certaines actions de collecte en fait d'informations sur des populations qui amenaient à mettre en place un certain nombre de cartes. Et tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, les États, lorsqu'ils vont vers justement la mise en place d'une identité numérique unique, se retrouvent confrontés à des difficultés d'utilisation de l'existant. Parce qu'après, il y a toutes les parties prenantes aussi qui n'arrivent pas toujours à s'accorder sur comment est-ce qu'on va un peu sur cette identité numérique, comment est-ce qu'on arrive à désigner un lead en fait qui va là-dessus. Donc, le Burkina Faso n'est pas en marge de ces difficultés. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives au Burkina qui, en tout cas, ont pu mettre en place certaines bases de discussion. Mais avec, bien sûr, je crois, c'est avec l'aide en fait de la Banque mondiale, il y a un processus qui est en cours avec comme le premier ministère, le lead en fait, pour mettre en place ce qu'on appelle le projet Wouri. Wouri qui est un projet un peu sous-régional qui est assez avancé au niveau du Burkina Faso, dont les études sont très avancées, je crois. Bon, tout ce que je dis que je crois parce que c'est une autre direction générale qui s'occupe de ça, mais c'est très avancé, je confirme, qui est en train de mettre en place justement les bases pour que cet environnement d'identité numérique là puisse se mettre en place très rapidement. Donc, pour le Burkina, c'est ce qui se passe avec le projet Wouri, avec la fusion, la fédération de toutes les initiatives qui étaient en cours, en tout cas au niveau du Burkina, à cet effet. Voilà, je crois en tout cas que la question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on réunit tous les acteurs autour de ça. Et bon, je pense que les autres pourront donner des exemples à travers ce que certains autres pays aussi ont connu comme difficulté. Mais je pourrais revenir plus en détail sur certains points de la mise en œuvre du projet Wouri. Merci. Merci infiniment, Rodrigue. S'il y a un autre panéliste qui veut ajouter à la question, avant qu'on passe à autre chose, c'est le moment. Sinon, on peut continuer sur la même lancée où il y a une question aussi de business model sur lequel on nous demande comment est-ce que UNCDF accompagne les États dans la création du business model du paiement numérique, que ce soit P2G ou G2P. Mais peut-être avant d'arriver à cette question, Mamadou, je voudrais bien vous interpeller parce qu'il y a encore une question qui est sur biométrie, donc identification. Peut-être que vous pouvez l'adresser au niveau de Visa. On se demande, est-ce que Visa veille à la protection des données biométriques? Donc, une question sur l'identification du gouvernement, une question aussi au secteur privé sur une question sur la même thématique de protection des données. Oui, je devrais commencer par dire qu'en fait, la survie des organisations ou des compagnies comme Visa repose à la sécurité des réseaux et à la sécurité des données qu'elles traitent. En réalité, ceci est d'une importance primordiale, je vais même dire vitale pour notre compagnie. Mais aussi, notre politique est que nous ne détenons pas et nous ne gardons pas de données qui ne sont pas en fait indispensables au traitement des transactions. C'est-à-dire que pour nous, c'est juste ces données-là. Pour la plupart des données concernant les clients, résident au niveau en fait de nos partenaires et de nos clients. Finalement,
aussi, c'est pour cela que nous faisons beaucoup pour en fait remplacer ces données-là par des codes qui permettent justement de ne pas exposer les données personnelles en fait des utilisateurs. Donc, c'est la réponse vraiment très ramassée que je pourrais apporter à cette réponse et à cette question, et surtout m'excuser, comme je vous l'avais dit, donc je dois rejoindre une autre réunion dans 2 minutes. Je vous remercie pour l'opportunité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamadou, pour votre disponibilité pour le panel. Nous allons faire la transition à François pour 2 questions. Oui. Oui, si tu permets, en fait, c'est Karima de IDEP. Juste pour dire sur le Digital ID qu'il y a un programme panafricain et la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, en est le moteur sur alors Digital ID, Digital Trade, Digital Economy, donc qui en fait regarde ces notions de transformation numérique dans le cadre de la mise en œuvre de la zone africaine de libre-échange et la possibilité justement d'avoir ces identifiants qui vont permettre des transactions numériques aussi bien aux citoyens qu'aux institutions et interinstitutions. Donc, je pense que c'est un élément important. Beaucoup de pays s'en sont appropriés et travaillent là-dessus, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Et encore une fois, l'un des impératifs est un impératif d'infrastructure, bien évidemment, et de réglementation. On parlait de la sécurité, mais il ne faut pas que, je veux dire, il ne faut pas que la sécurité soit le frein. En fait, il faut réellement mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'on puisse aller au-delà des problèmes de sécurité et qu'on puisse avoir des systèmes qui soient fiables et qui soient en fait que les pays endossent. Voilà, merci. Absolument, fiable, pérenne. Je voudrais passer, si tu vous permettez, Rodrigue, à juste François pour aborder 2-3 questions qui sont amalgamées dans une. C'est le business model sur la digitalisation des paiements de masse et les coûts, les implications de coûts, qu'est-ce que fait UNCDF, la digitalisation de l'éducation financière et la nécessité ou l'importance de l'éducation financière. Donc, 2 questions et si tu peux les aborder, ça nous permettra de poursuivre la conversation. François? Merci beaucoup, Sabine. Donc, les paiements de masse. Oui, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui? Vous m'entendez bien? On t'entend bien. Parfait. Donc, les paiements de masse, oui, donc en fait, UNCDF travaille en fait avec différents acteurs, que ce soit les gouvernements, pour tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est collection en fait, de taxes ou bien en fait paiement d'allocations. On travaille aussi bien avec le secteur privé, dans tout ce qui est, par exemple, merchant payment, quoi, paiement marchand, ou bien aussi déboursement de salaire pour différents types de business, et de même qu'en fait tout ce qui est au niveau personne. Donc, quels sont les types d'approches en fait que l'on propose, quoi. Toutes nos approches sont en fait ce qu'on appelle centrées sur le client. On se rend compte en fait que pour l'ensemble des acteurs, que ce soit des gouvernements, que ce soit des personnes, des secteurs privés ou des personnes, des citoyens, passer du cash au digital est un gros challenge. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut revoir les procédures, il faut revoir en fait la manière dont on gère le cash. Il faut revoir en fait au point de vue des coûts, des prix, comment on peut avoir accès en fait à notre cash et pouvoir le passer du cash au digital. Donc en fait, nous offrons en fait de l'expertise technique, qui sont principalement donc des consultants qui ont cette expérience en fait du paiement. On fait avec eux en fait une analyse en fait des processus existants. Par exemple, si on prend par exemple tout ce qui est collection des taxes en fait par le gouvernement, apprendre quel est le processus actuel, comment va être le processus futur. Et donc, la manière dont on le fait, c'est aller beaucoup sur le terrain en fait avec les différents partenaires et lancer des solutions pilotes pour bien comprendre en fait l'ensemble des défis rencontrés par exemple des personnes qui doivent payer. Et suite à ça, donc travailler avec le gouvernement et le secteur privé pour pouvoir en fait au fur et à mesure changer un petit peu les différentes variables du modèle, pour s'assurer que ça répond au maximum des besoins. Alors, concernant le prix des paiements est toujours un point très important. Donc,
Ce qu'il y a, c'est un point clé que l'on traite justement quand on fait cette approche avec le client, pour savoir, ben, tiens, si le client passe justement, par exemple, du digital au numérique, est-ce qu'il gagne? Quels sont les gains qu'il peut avoir? Quelles doivent être les tarifications en fait, des services derrière? Et donc, on aide aussi en fait, dans le design des applications, on aide aussi en fait, à la gestion en fait, tarifaire et on teste différents prix selon les différents modèles. Ça, c'était concernant la première question. Concernant la deuxième, c'était sur l'éducation digitale? Oui, non, c'était juste des outils pour les programmes nationaux de digitalisation d'éducation financière, mais je pense que tu as abordé déjà avec l'exemple de Fidji et vu le temps qui nous reste, je voudrais partager avec les participants que le lien pour s'inscrire sur le cours et le lien d'IDEP est sur la ligne que je vois. Et je voudrais, si vous permettez, donner la parole à mon collègue Thierry, qui va pouvoir peut-être synthétiser un peu ce qui a été dit pour le moment, ensuite nous partager l'information sur ce cours en ligne qu'on a mentionné un peu plus tôt et voir dans quelle mesure nous pouvons clôturer avec 2 minutes de recommandation de chacun des panélistes. À vous. Merci beaucoup, Sabine. Merci. Je remercie les panélistes pour vraiment leur intervention très, très riche et pertinente. Je vais rapidement faire un résumé de ce qui a été présenté, les points clés des informations, des messages que nous avons reçus ce matin. Le Burkina Faso est clair, la dématérialisation des services citoyens, c'est-à-dire promouvoir en quelque sorte le tout digital, je vais l'appeler, dans l'administration publique pour répondre aux défis actuels, non seulement de la pandémie, mais aussi construire un meilleur avenir parce que le e-gouvernement plus pensé, qui donne accès aux services aux citoyens, un service facile aux citoyens, vraiment, ça aide non seulement à respecter les règles de la pandémie, ça aide aussi à rendre l'administration plus efficace et participer à la transformation des pays. Il nous a donné les exemples des plateformes de services publics en ligne, la digitalisation des procédures internes, l'opéralisation des clouds au niveau du gouvernement, les paiements numériques, la vulgarisation du télétravail et les perspectives futures en parlant de notre formation digitale pour aider à informer, mieux informer et former les pays sur la manière de s'approprier de cette digitalisation et surtout de cet outil pour mesurer l'économie numérique de l'IDES, de Cholam, de UNSCDF, du FENU. Quant à Mamadou Biten, son message est clair. Il faut démocratiser l'accès des PME et des PMI au paiement digital sécurisé. La notion de l'inclusion numérique, il a fait ressortir et favoriser ce paiement numérique aux PME a donné des résultats extraordinaires. Non seulement ça a eu un impact sur les revenus des PME, ça a bâti des entreprises plus compétitives, et ainsi de suite, et mieux. Il a partagé avec nous quelques grands projets, Visa Economic Empowerment, le Small Business Hub, qui est un projet de conseil de formation pour les PME, et surtout les 210 millions de dollars d'ici les 5 années pour appuyer les PME, et le projet phare des femmes, appuyer les femmes avec des enveloppes clés de 5 000 à 10 000 dollars pour les encourager à faire de l'entrepreneuriat. Et quant à Karima, c'était vraiment clair et net. Le développement ne peut pas être linéaire, le message est clair. La planification des pays doit être de plus en plus flexible pour prendre en compte les défis qui apparaissent au moment de leur implémentation. C'est-à-dire qu'on observe plusieurs initiatives, de très belles initiatives du Rwanda au Burkina Faso en passant par le Congo et à la Côte d'Ivoire et autres, qui sont de très belles innovations suscitées par la pandémie, mais il faut les pérenniser. C'est très bien d'avoir ces innovations, mais il faut les pérenniser. Ce qui est très intéressant, c'est que Karima nous a dit oui, il y a eu la digitalisation qui s'est accélérée avec la pandémie. Mais il faudra reconnaître qu'avant la pandémie, la plupart des pays ont des programmes de digitalisation qui ne sont peut-être pas mis en œuvre, mais qui doivent être repensés. L'idée ici, c'est la pérennisation et l'amélioration de l'environnement, parce que la digitalisation nous a rappelé qu'il faut nous réveiller. Maintenant, comment nous réveiller en améliorant l'existant, hein? Comment être plus agile, comment utiliser l'intelligence économique pour définir les niches dans lesquelles nous allons nous focaliser. Et elle a surtout parlé en quelque sorte
comment je vais dire, du cloud, de certaines nouvelles technologies émergentes qui peuvent constituer des leviers dans ce processus de digitalisation. Le cloud computing, les big data, la machine intelligence et l'intelligence artificielle, toutes ces technologies existent pour catalyser l'appropriation, la digitalisation pour la transformation économique. Maintenant, il faut repenser, il faut revoir ces documents qui existent et faire en quelque sorte une mise à jour de ces documents pour répondre aux besoins émergents. Et dans tout ceci, il faut aussi s'approprier de l'automatisation. Et ça, c'est très important. Il a parlé aussi, en quelque sorte, et de l'expérience au niveau de l'IDEP, de ce que nous faisons en matière de formation et les formations futures innovantes qui invitent tout le monde à participer à ces formations. Maintenant, pour terminer, j'ai l'intervention de l'UNSCDF présentée par François, c'est clair. L'UNSCDF est un moteur d'accélération de la finance digitale et qui participe aussi à la promotion de l'inclusivité. Et l'UNSCDF aide aussi à développer des stratégies digitales dans les pays et surtout cet outil qui permet de mesurer le développement de l'économie digitale avec tous les axes sectoriels et les interventions de l'UNSCDF au niveau de l'agriculture, au niveau des autres secteurs, avec tous les autres partenaires, sans oublier que le secteur privé y est également impliqué. Voilà d'une manière très ravachée, en quelque sorte, résumée, les points clés des divers intervenants. Mais le message est clair, c'est qu'il y a de belles initiatives suscitées par la pandémie, and so what? C'est-à-dire qu'il faut s'approprier de ces initiatives. Non seulement ça, non seulement pour s'approprier de ces initiatives, il faut maintenant mettre à jour ces documents qui existent. Parce qu'il y a de très belles initiatives, il y a de très bons documents, mais il faut les réadapter, prendre en compte les technologies émergentes aujourd'hui qui peuvent accélérer le processus de digitalisation pour la transformation économique des pays et pour l'atteinte des objectifs des ODD de l'agenda 2063. Et c'est dans ce cadre qu'on s'est dit, effectivement, du fait de la nécessité de la dépoussiérage, comme l'a dit Karima, et de la mise à jour de nos plans de digitalisation qui était appelé le plan national de stratégie en technologie de l'information et de la communication, qu'on commence par appeler plan de digitalisation parce qu'il y a un besoin de mettre en jour ces plans TIC. Et il faut nécessairement, c'est dans ce cas qu'on s'est dit avec le FENU, avec l'UNCDF, on est en train de développer un cours pour vraiment aider les États membres à comprendre le défi actuel. Il faut aller vers l'appropriation de la transformation digitale pour accélérer la transformation économique des nations, pour aller vers l'atteinte des ODD. Donc, il faut former, il faut commencer par donner l'information, apporter la connaissance vers les experts à divers niveaux pour leur dire, partager avec eux ce qui se fait ailleurs, l'expérience, pour dire, voilà cette digitalisation dont nous parlons, voilà comment donc ça peut se faire. Ce sont nos idées. Donc, on est en train d'élaborer, on va lancer d'ici là une formation en ligne qui se porte sur planifier, développer et mettre en œuvre des stratégies de transformation digitale inclusive dans le contexte de COVID-19, bien sûr, dans le contexte de tout autre choc qui vont arriver, en vue d'une meilleure réalisation des ODD, des objectifs de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. C'est une formation en ligne qui va durer 10 semaines. Elle sera faite de 5 avril au 18 juin. L'inscription sera ouverte dès demain, mercredi prochain. Non, mercredi, pas demain. On va ouvrir l'inscription mercredi. Et puis jusqu'au 24 mars. Donc, l'inscription sera ouverte de mercredi à 24 mars. Les annonces, nous allons diffuser largement les annonces par plusieurs canaux. Bon, ça va commencer maintenant. Je vais partager le lien avec vous. Et on va utiliser les ambassades à des pays à Dakar, à Addis Abeba, les bureaux du FENU, de l'UNSCDF dans les pays, les points focaux dans les pays. Nous allons utiliser les médias. On a plusieurs canaux par lesquels on va vous joindre. Mais l'essentiel, c'est que vous qui êtes ici actuellement, les 100 personnes, systématiquement, nous allons donner le lien et vous allez vous inscrire. Les cibles, je vous l'ai dit,
ce sont les experts dans les domaines de technologie de l'information, dans l'innovation, l'économie numérique, les acteurs de la société civile, les médias, le secteur privé, tous ceux qui sont intéressés à comprendre la chose. Parce qu'il faut donner la chance à tout le monde d'avoir accès à l'information, au savoir. De nos jours, l'information au bout des doigts. On ne peut pas priver quelqu'un de l'information et du savoir. On ne peut pas se lier à des compétences professionnelles pour avoir ces informations. La passion dans tes mots, il n'y a aucun doute. Il est gratuit. Le cours est gratuit et sera animé de manière asynchrone. Les participants seront obligés de participer d'une par semaine aux activités, mais il y a des examens quand même qui sont prévus à la fin de chaque module. Et à la fin de tout le cours, un certificat sera délivré, signé par l'UNSCDF et l'IDEP pour ceux qui auront passé tous les tests. Mais la bonne chose, c'est quoi? Il y a un suivi. À la fin du cours, les pays dans lesquels se trouve l'UNCDF, le FENIC opère, il y aura des activités pratiques concrètes de la traduction de la connaissance reçue en des projets concrets sur le terrain, en des stratégies concrètes. Je vous remercie. Merci Sabine. Merci. Nous avons hâte de voir ce cours en ligne et ça a été un plaisir, cette collaboration continue avec l'IDEP. Merci Karima pour le leadership. Nous avons maintenant, alors je vais vous demander en 30 secondes de pouvoir chacun faire votre appel en termes de recommandations pour accélérer la pérennisation de cette transformation digitale pour l'inclusivité des populations les plus vulnérables, les plus marginalisées dans tous nos pays. Honneur aux dames. Madame Karima, on commence par vous. Vous êtes sur mute. Non, c'est bon. Merci Sabine et merci à tous. Je pense que pour moi, le message est clair. Il y a d'abord prise de conscience de l'importance des technologies de l'information. Deuxièmement, c'est un domaine sur lequel il faut investir, mais pas seulement investir de l'argent. Il faut investir en termes de capacité, il faut investir en termes d'identification des domaines qui sont potentiellement bénéficiaires de ces technologies de l'information, que les technologies de l'information vont pouvoir servir. Également, identifier les acteurs et les bénéficiaires potentiels. Je pense que c'est très, très important. On a parlé tout à l'heure de zones rurales, de ne laisser personne pour compte. Je pense que tout ça, c'est quelque chose qu'il faut voir de manière globale, holistique et multisectorielle, et s'assurer que les plans de développement puissent contenir cette dimension numérique. Voilà. Over. Merci Karima, nous sommes à 1 minute. Rodrigue, à vous la parole. Ok, on est à 1 minute, donc du coup on va me donner 1 minute 5 secondes. D'accord. Merci beaucoup Sabine. Non, je vais très rapidement et je ne vais pas être long. Pour moi, les recommandations que je voudrais faire, c'est vraiment deux, très rapidement. La première recommandation pour moi, c'est de travailler justement à continuer la sensibilisation au niveau de tous les acteurs. Je veux parler des acteurs au niveau de tous les sectoriels, que ce soit l'ensemble des secteurs d'activité. Ça, c'est très important parce que très souvent, les gens n'ont pas conscience du potentiel que ce digital a. Et une autre recommandation justement pour assurer la pérennité des actions et des plateformes qui sont mises en place, c'est tout simplement que dans le dispositif de mise en œuvre de ces plateformes, qu'on puisse se focaliser sur les besoins réels des populations et qu'on puisse orienter la conception au niveau de ces populations, que ça soit centré à leur niveau. Parce que très souvent, on se focalise en fait sur les technologies, sur comment est-ce qu'on le fait, mais on ne se focalise pas très souvent sur les besoins réels pour nous garantir la pérennité et l'utilisation et l'appropriation en fait de ces plateformes-là. Donc, c'est juste ce que je voulais faire en deux recommandations. Je pense qu'on aura d'autres occasions pour discuter sur d'autres points que j'avais voulu souligner. Merci. François, le dernier mot? Rapidement, donc non, ce que je pense, on se rend compte en fait que les pays qui sont le plus développés au point de vue de l'économie digitale, comme la Suède, la Norvège, ou les pays avec de croissance plus développés comme la Chine, c'est parce qu'il y a des politiques publiques en fait qui ont été claires et précises pour le développement du digital. Donc deux recommandations rapidement. La première, il faut s'assurer que les gouvernements puissent mesurer l'économie digitale et le gap des personnes inclusives, parce qu'il faut être sûr qu'elles soient intégrées. Et puis la deuxième chose, il faut s'assurer en fait que l'inclusivité soit mise au centre en fait des discussions
du secteur privé et du gouvernement pour s'assurer en fait qu'il faut plus de femmes au point de vue dans les positions clés des acteurs de l'économie numérique, plus de jeunes qui soient impliqués dans l'établissement des politiques de main 1. Donc, c'est vraiment au gouvernement de s'assurer de cette inclusivité et au secteur privé. Merci beaucoup, François. Merci à tous les panélistes pour votre disponibilité et pour vraiment les points que vous avez partagés avec nous. Merci à tous les participants de ce webinaire. Nous avons atteint jusqu'à 107 personnes sur ce webinaire. Nous vous rassurons qu'il y aura une communication très large sur le cours avec les liens qui permettront à tout un chacun de pouvoir s'inscrire. Ce cours est mis à disposition à travers la collaboration entre UNCDF et IDEP pour les gouvernements pour accompagner le processus de la transformation digitale. C'est notre contribution aux compétences numériques, comme on l'a si bien mentionné. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Et bravo à toi, Sabine. Merci beaucoup. Merci. Bravo, bravo. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bon forum à tous. Merci.